Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. On va attendre encore une petite minute que tout le monde nous rejoigne, puis nous démarrons. Bonjour à tous. En attendant le début, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions dans la section prévue à cet effet. Il y aura une partie d'échange à la fin de la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien, nous allons démarrer. Je vais partager mon écran. Donc le sujet du webinaire aujourd'hui porte sur le TCF V2 et donc sur la transition que vous êtes en train de vivre vers cette nouvelle version du standard du TCF. L'idée de cette session est de vous présenter les dernières considérations clés à avoir à l'esprit avant de mettre en production. Donc passer en revue les derniers préparatifs. Donc je suis Romain Gauthier, cofondateur et CEO de Didomi, et je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte. Oui, bonjour, moi je suis Lead Customer Success chez Didomi, donc c'est moi qui accompagne les clients de Didomi dans leur transition vers le TCF et je suis également DPO pour Didomi. Donc ce webinaire est la dernière partie d'une série de webinaires portant sur la transition vers le TCF V2. Nous avons mis à disposition beaucoup de ressources autour de ce sujet, donc n'hésitez pas à les consulter, en particulier la checklist de préparation au passage vers la V2 qui rassemble toute l'information dont vous pouvez avoir besoin pour préparer de façon sereine cette transition. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes encore peu sûr de certains aspects à consulter les éléments que nous mettons à votre disposition ou à contacter nos équipes si vous êtes client d'Idomi. Pour ceux qui ne le seraient pas, je vais débuter par un rappel bref de ce que nous faisons chez Didomi. Donc, nous sommes spécialisés dans la gestion du consentement et des préférences. Donc, nous accompagnons nos clients sur 3 aspects de la gestion du consentement. Nous les aidons à collecter des consentements. Nous aidons aussi leurs utilisateurs à retrouver leur consentement quand ils en ont besoin. Nous stockons ces consentements de façon à garantir la conformité, de façon également à ce que vous compreniez les comportements vis-à-vis des questions de consentement de vos utilisateurs sur vos sites web et applications mobiles. Et enfin, et c'est la partie qu'on va surtout passer en revue aujourd'hui, nous nous chargeons de distribuer le statut de consentement des personnes, donc de s'assurer que vos partenaires, en particulier aujourd'hui les partenaires publicitaires, reçoivent bien au bon moment, d'une façon qu'ils comprennent le statut de consentement, afin que les choix des individus soient correctement respectés et que vous soyez donc en conformité. En quelques chiffres, donc Didomi est une entreprise française qui a maintenant 3 ans. Nous sommes déployés actuellement sur plus de 90 000 sites web et applications mobiles. Et voilà, nous gérons de très nombreux consentements sur des sites assez variés. Donc, nous avons la chance d'accompagner des clients dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, dans le secteur des médias qui utilise au premier chef le TCF version 2, mais également dans d'autres secteurs qui vont de l'industrie au e-commerce en passant par les télécoms, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets du consentement à nous consulter. Nous vous répondrons avec plaisir. Pour débuter, donc, nous allons commencer par la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour la date butoir du 15 août qui donc sera la date de mise en ligne officielle du TCF V2, donc date à partir de laquelle les participants au TCF V2, qu'ils soient éditeurs, CMP ou vendors, se doivent d'être prêts. Charlotte, je te laisse la main. Merci Romain. Donc pour commencer, je vais
vous rappeler très brièvement ce que c'est le TCF, parce que je pense que pas mal d'entre vous commencent à comprendre de quoi il s'agit. Donc, le Consent and Transparency Framework de l'IAB, il a été créé il y a 2 ans et il a pour but de standardiser la manière dont les consentements utilisateurs sont collectés, mais également comment ces consentements sont transmis aux différents partenaires de la chaîne publicitaire. Donc, ça permet de standardiser et d'automatiser cet envoi de consentement à vos partenaires, notamment vos partenaires publicitaires. Il y a eu une nouvelle version de ce framework. Pourquoi? Parce que déjà, l'évolution réglementaire a nécessité que le framework soit mis à jour. Donc, les commentaires des différentes autorités de protection des données personnelles ont été pris en compte dans cette version 2. Cette version 2 offre une meilleure information à l'utilisateur sur ce qui est fait de leurs données et donne aussi plus de contrôle aux éditeurs sur la manière dont leurs partenaires collectent la donnée sur leur site. Donc, le but de ce webinaire est de faire un récapitulatif de ce qu'il vous faut ajouter à vos bannières pour être complètement prêt et conforme à cette nouvelle version du TCF. Donc, le but, on va passer en revue les différents niveaux d'une bannière et vous expliquer un petit peu ce que ces différents niveaux d'information doivent comporter pour que vous soyez prêt et conforme à cette nouvelle version du TCF. Et donc, on va commencer logiquement avec le premier niveau d'information et donc le premier niveau de la bannière, c'est-à-dire ce qui va s'afficher en premier à l'utilisateur quand l'utilisateur arrive sur votre site. Pour commencer, ce que votre texte doit comprendre, il y a dans ce que votre texte doit comprendre, il y a les finalités, c'est-à-dire pourquoi les partenaires et vous collectez la donnée. Donc, l'ensemble des finalités doit apparaître sur votre bannière. Ou, si vous choisissez d'utiliser les stacks de l'IAB, les stacks doivent apparaître au premier niveau d'information. Donc, les stacks, en fait, ce sont des regroupements de finalités. Et l'IAB vous laisse le choix entre soit diffuser l'ensemble des finalités, donc il y en a 12, avec donc 2 finalités spéciales, ou soit utiliser les stacks qui vous permettent de regrouper vos finalités et donc aussi d'avoir une information plus concise à diffuser à votre utilisateur. Donc, c'est un choix que l'éditeur doit faire. Est-ce que vous préférez diffuser la liste des finalités dans leur ensemble ou est-ce que vous préférez utiliser les stacks qui vous permettent de regrouper ces finalités-là? À savoir que donc les finalités ont été définies par l'IAB, tout comme les stacks. Donc, dans les 2 cas, il faut respecter les intitulés, le wording qui a été défini dans les policies de l'IAB. Les stacks ou les finalités, comme je dis, doivent être immédiatement disponibles et visibles au premier niveau d'information. Et petite précision, il n'est pas nécessaire que les finalités spéciales et les features apparaissent en premier écran. Ensuite, nécessité à faire apparaître dans votre premier écran de bannière, ce sont les call to action. Il y a des mentions précises dans les policies de l'IAB sur ces call to action. Et ces call to action, ils doivent être visuellement équivalents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir un bouton qui permet à l'utilisateur de venir paramétrer ses choix s'il le souhaite, en plus du bouton d'acceptation globale, et que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un lien paramétré et un bouton qui permet à l'utilisateur d'accepter. Les call to action doivent être visuellement d'apparence équivalente et donc, il faut faire attention au format des boutons. Donc, Didomi, nous, on vous fournit bien évidemment des boutons de manière automatique qui respectent ce point-là des policies. Et un autre élément important, il n'est pas nécessaire d'avoir un bouton qui permet à l'utilisateur de refuser tout de manière globale au premier niveau d'information dans les policies de l'IAB. Ce n'est pas une exigence de l'IAB. Voilà, ça sera une exigence, en tout cas en France, une exigence CNIL qui figure dans le projet de recommandation de la CNIL. Mais l'IAB, le TCF, en tout cas les policies, ne mentionnent pas cette obligation dans les policies.
Ensuite, il y a d'autres informations qui doivent apparaître au premier niveau d'information. Dans les policies, justement, il est expliqué que l'éditeur doit donner des exemples de données personnelles qui sont traitées à l'utilisateur. Donc, par exemple, vous pouvez mentionner que vous collectez les pages visitées d'un utilisateur ou son adresse IP ou un identifiant cookie. Là, vous êtes libre sur ce choix de texte, mais en tout cas, il doit y avoir des mentions, des exemples, en tout cas, de données personnelles que vous collectez. Donc, Didomi, nous, on vous offre un texte standard qui comprend déjà des exemples de données personnelles traitées, comme vous le pouvez voir à l'écran, comme les adresses IP ou l'identifiant cookie qui reste des données personnelles collectées par la plupart des sites et donc qui vous permettent d'être en règle avec ce point-là des policies. Autre mention très importante à faire figurer en premier écran de votre bannière, ça va être d'informer l'utilisateur sur la possibilité qu'il a de modifier ses consentements à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une phrase qui doit également apparaître dans votre texte. Et dans le texte standard d'Idomi, cette phrase apparaît, en tout cas, le texte qu'on vous propose, mentionne bien évidemment cette mention. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, il y a d'autres mentions à faire apparaître dans votre texte. Il est important d'informer l'utilisateur que des données personnelles vont être traitées. Donc, il faut mentionner qu'il y a un traitement de données personnelles. Et en plus de cela, il faut mentionner les bases légales de vos traitements. Donc, cela peut être le consentement ou également l'intérêt légitime. Donc, les partenaires, vos partenaires, ont choisi normalement les finalités pour lesquelles ils traitent les données, mais également leur base légale, avec pour certains des flexible purpose, c'est-à-dire qu'ils vous laissent le choix d'utiliser une base légale ou une autre. Mais en tout cas, cela doit être mentionné dans le texte. Et donc, il faut notamment, si certains de vos partenaires utilisent l'intérêt légitime comme base légale, cela doit apparaître dans votre texte et l'utilisateur doit en être informé. Mais il doit aussi être informé qu'il a le droit de s'y opposer. Et donc, ça, souvent, il peut cliquer sur le bouton « Paramétrer » et aller s'opposer à l'utilisation de cette base légale qui est l'intérêt légitime. Donc, tout cela, ce sont des mentions qui doivent impérativement figurer dans votre texte, notamment si vous utilisez des partenaires qui utilisent l'intérêt légitime, à savoir que Google, qui a rejoint le framework hier, utilise cette base légale de l'intérêt légitime pour certaines finalités. Pour l'instant, ce n'est pas encore une base légale flexible, donc ils ont dit qu'ils allaient peut-être permettre une flexibilité quant à la base légale. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, à partir du moment donné où vous sélectionnez Google dans votre configuration, il utilise l'intérêt légitime et donc, cela doit être mentionné dans votre texte au premier niveau d'information. Autre mention d'information qui doit figurer dans votre texte, il faut informer l'utilisateur que des partenaires et donc des tiers traitent les données. C'est pour ça qu'il faut impérativement également, même d'un point de vue légal, ajouter un lien qui redirige l'utilisateur vers la liste de vos partenaires pour que l'utilisateur puisse prendre connaissance de cette liste s'il le souhaite et donc également avoir connaissance de quelles sont les données, les finalités de traitement utilisées par le partenaire ainsi que les bases légales utilisées. Et donc, il faut un lien en premier écran de la bannière qui redirige vers les partenaires. Cela est une obligation mentionnée dans les policies, mais aussi une obligation légale, car la CNIL le recommande dans son projet de recommandation. On va maintenant passer au deuxième niveau d'information. Donc, qu'est-ce qui doit apparaître dans votre deuxième niveau d'information? Alors, dans le deuxième niveau d'information, ce qui va être très important, bien évidemment, ça va être d'afficher les finalités et de laisser à l'utilisateur de faire un choix granulaire par finalité, ce qui est non seulement une obligation légale, mais aussi une obligation qui figure dans les policies de l'IAB. Donc, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Paramétrer », il doit avoir accès à la liste complète des finalités utilisées et il doit pouvoir, bien évidemment, s'y opposer, refuser les finalités une par une.
Dans ce deuxième niveau d'information, il faut également laisser la possibilité à l'utilisateur de s'opposer à l'intérêt légitime. C'est pourquoi vous devez, en dessous des finalités, indiquer quelles bases légales sont utilisées pour votre finalité. L'utilisateur doit pouvoir s'y opposer, donc par exemple par le moyen d'un bouton, il doit pouvoir cliquer, par exemple, refuser l'intérêt légitime. Il y a aussi avec la version 2 des special features qui concernent notamment par exemple la géolocalisation et l'utilisateur doit consentir à l'utilisation de ces special features et dans l'écran 2, justement, il a la possibilité de donner son consentement pour ces special features ou bien de les refuser. Maintenant, on va passer au troisième niveau d'information. Donc, que doit contenir le troisième niveau d'information? Donc là, en fait, ça va être toute la vue des partenaires. Donc, c'est-à-dire si l'utilisateur décide de cliquer sur le lien « Voir les partenaires », il va atterrir sur une autre fenêtre, une nouvelle fenêtre. Donc, que doit contenir cette fenêtre? Bien évidemment, la liste de tous vos partenaires, les finalités pour lesquelles ils traitent la donnée, et ainsi, encore une fois, que les bases légales. Et toujours dans cette fenêtre, l'utilisateur doit pouvoir faire un choix par partenaire, par base légale également. Donc, c'est vraiment, on va vous montrer juste après, Romain va vous montrer à quoi cela ressemble sur un site d'un de nos clients ayant déployé la V2. Donc, ça vous paraîtra peut-être plus clair, mais en tout cas, pour ce troisième niveau d'information, il doit avoir la liste des partenaires, les finalités et les bases légales pour chaque partenaire. À savoir, précision importante, avec la V2, l'éditeur a la possibilité d'appliquer des restrictions sur ses partenaires. Donc, c'est ce qui est appelé dans les policies les publisher restrictions. Donc, c'est le fait pour un éditeur d'empêcher certains partenaires ou tous ses partenaires d'utiliser une finalité ou encore d'utiliser une base légale et la console d'Idomi vous permet justement d'appliquer ces publisher restrictions finalité par finalité pour l'ensemble de vos partenaires ou au contraire pour seulement certains de vos partenaires. Et cela, bien évidemment, apparaîtra automatiquement dans cette troisième vue et tout sera mis à jour automatiquement en fonction des restrictions que vous avez choisies. Merci Charlotte. Du coup, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de regarder comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre tous ces principes dans la réalité. Donc, je vais vous montrer pour deux de nos clients les choix qu'ils ont fait pour mettre en place tous ces principes. Donc, nous allons commencer par le site La Dépêche, ladépêche.fr. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le texte qui leur permet de cocher toutes les cases, donc de respecter les policies du TCF que nous avons présentées. Donc, nous sommes là sur le premier niveau et vous voyez les mentions dont nous avons parlé, la possibilité d'accéder à la liste des partenaires, des boutons qui sont visuellement équivalents, qui permettent pour l'un d'accepter, pour l'autre d'en savoir plus et d'accéder au second niveau. Sur ce second niveau, vous allez retrouver comme ce qui est demandé la liste des finalités, avec pour chacune la description, une description qui est courte et qui est complétée pour les utilisateurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations au scroll par un certain nombre d'informations. Ce qui permet de façon en termes du X de correctement afficher l'information tout en ne surchargeant pas l'écran. C'est un choix du X que nous avons fait qui permet de satisfaire, je dirais, les exigences du TCF tout en ne surchargeant pas en information la bannière. Vous voyez également donc, la possibilité d'accepter ou de refuser. Donc, par défaut, le choix est neutre, ce qui est très important pour la validité du consentement. Et également, donc, certains de ces partenaires utilisent l'intérêt légitime, la capacité de s'opposer à la base légale de l'intérêt légitime. Cet éditeur-là ne met pas en œuvre des stacks, mais donc une stack permettra de réduire encore le nombre de choix à faire pour l'utilisateur, sachant qu'à tout moment, donc peut-être que ce n'était pas très clair dans la démonstration, mais si par défaut, quand vous arrivez sur ce deuxième écran, nous offrons la possibilité pour les internautes qui le souhaitent d'accepter tout ou de refuser tout sans avoir à passer sur chacun des choix. À partir du moment, par contre, où l'utilisateur décide de faire un choix spécifique, il va donc
devoir accepter ou refuser chaque finalité avant de pouvoir enregistrer son choix. Donc là encore, on essaye de combiner l'ensemble des exigences du TCF avec la notion de validité du consentement. Le troisième écran, le troisième niveau correspond au même principe, donc l'idée qu'on va faciliter le choix en permettant de bloquer ou d'autoriser tous les partenaires, mais également de rentrer dans le détail de la liste des partenaires, avec des partenaires qui donc sont correctement identifiés comme faisant partie du TCF et pour lesquels, sur chaque partenaire, on va pouvoir comprendre les traitements qui sont basés sur l'intérêt légitime et les traitements de données qui sont pas basés, qui sont basés sur le consentement, ainsi que donc la mention claire que ce partenaire fait partie du Transparency and Consent Framework et un lien vers sa politique de confidentialité. Donc voilà comment est-ce que, de façon pratique, on peut mettre en œuvre les principes que nous avons exposés. Bien entendu, le format qui a été choisi est un format qu'on appelle pop-in, qui permet, qui interrompt la navigation de l'utilisateur. Ce n'est pas la seule possibilité qui est offerte. Donc voilà un autre de nos clients, un client espagnol qui s'appelle El Plural, qui a plutôt fait le choix d'un format de bannière, donc une notice qui est en bas d'écran, dans laquelle on va retrouver les mêmes mentions d'information, ainsi que donc, la capacité d'afficher des écrans supplémentaires. Donc voilà de façon pratique comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces principes. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions. Je vais revenir sur la présentation. Et maintenant qu'on a vu donc, les principes qui doivent être mis en œuvre, de façon assez pratique, il est important avant de mettre en production, de respecter un certain nombre de règles. Et la première d'entre elles est l'idée de tester. Donc c'est assez naturel, mais il faut toujours mieux le rappeler. Il est très important, avant de passer en production, de tester efficacement et correctement vos notices de consentement. Donc la principale nécessité est de valider les intégrations, valider l'intégration avec le TCF, mais pas seulement. Donc en tant qu'éditeur de site, vous avez certainement d'autres partenaires qui ne font pas forcément partie du TCF, que vous allez pour lesquels vous allez déclencher ou ne pas déclencher les tags en fonction de l'événement de consentement. Donc c'est la vocation de la CMP que de vous aider à faire ça. Dans cette phase de test, il est important donc surtout de tester effectivement ces autres intégrations qui passent par votre tag manager ou qui sont directes. Un point très important que nous rappelons ici, c'est que la version 2 du TCF n'est pas compatible avec la version 1. Ce que ça veut dire, c'est que donc il faut changer le code qui est en place sur votre site et le remplacer par un code permettant l'activation de la version 2. Le deuxième point qui est également important, c'est quand vous collectez le consentement pour les nouvelles finalités IAB, il est important d'associer ces finalités avec les vendors qui ne font pas partie de l'IAB ou d'associer les finalités custom que vous avez créées avec les vendors qui ne font pas partie de l'IAB. Donc ça, c'est un point un peu technique qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais les identifiants des finalités ont changé. Donc, si vous avez lié ces finalités avec d'autres vendors, il est important de procéder au changement. Et donc, c'est dans cette phase de test que vous vous rendrez compte de cet aspect-là. Dans cette phase de test, nous vous recommandons également de valider l'intégration avec vos partenaires. Donc, vous contactez votre plus gros partenaire de monétisation, de retargeting, etc., qui peut vous confirmer qu'il reçoit bien les consent strings, que de son point de vue, l'intégration est valide. C'est, je pense, une bonne idée pour éviter des mauvaises surprises lors de la mise en production. Donc, une fois que les tests sont satisfaisants, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur ce point, vous allez donc passer à la phase de mise en production, qui est une phase importante, sur laquelle nous vous recommandons un passage donc, entre le 1er et le 15 août, principalement du fait
de l'arrivée de Google dans le TCF qui va imposer une collecte du consentement pour Google. Et donc, c'est important de se mettre en production au moment où Google est en capacité de recevoir des consentements pour éviter de devoir recollecter les consentements plus tard. Cette notion de recollecte est importante. Pourquoi? Parce que les finalités de la version 1 ne sont pas les finalités de la version 2. Donc, si vous voulez avoir un consentement valide, il faut recollecter ce consentement, ce qui est un point à avoir à l'esprit quand on déploie. C'est également nécessaire parce que de nouveaux vendors ont rejoint, donc à commencer par Google, et pour lesquels l'internaute se doit d'être informé de faire un choix. Une fois que c'est en production, deux choses à avoir en tête. De la même manière que sur la phase de test, consultez vos partenaires, vérifiez qu'ils reçoivent bien les signaux de consentement. Je pense que le mois d'août est un mois un peu plus calme, donc pour une transition, c'est probablement aussi une bonne période, même si forcément les équipes ne sont pas aussi disponibles qu'en temps normal. Néanmoins, c'est important de s'assurer que vos partenaires reçoivent correctement les signaux de consentement. Et du côté d'Idomi, donc dans la console, vous pouvez surveiller en temps quasi réel les taux de consentement et à partir de là, engager des mécanismes d'optimisation, donc essayer de travailler votre taux de consentement pour l'améliorer. Donc, nous proposons des mécanismes d'A/B testing pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà les dernières considérations que nous vous proposons avant de passer à l'action. Donc, une fois encore, je vous rappelle les ressources, et donc la checklist qui rassemble les éléments que je viens de vous présenter. Avec Charlotte. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube et avoir accès au dernier webinaire qui rentre en détail sur d'autres aspects de la transition, donc qui complète assez bien le contenu du webinaire aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à contacter, donc si vous êtes client d'Idomi, votre équipe Customer Success, Charlotte, Lucille ou Damien, et si vous n'êtes pas client d'Idomi, à contacter Nesty qui pourra vous présenter la solution et évaluer avec vous ce que signifie la transition pour vos sites. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va tout de suite regarder les questions. Je vois qu'il y a une première question, Romain, de Nicolas Chollet qui demande en termes de symétrie des choix, sur l'exemple de la dépêche, ne devrait-on pas avoir accepté tout, refusé tout en premier niveau plutôt que en savoir plus ou OK actuellement? Alors, comme je l'ai précisé, dans les policies de l'IAB, il n'y a pas d'obligation d'avoir le bouton « Je refuse tout » en premier niveau d'information, donc en premier écran de la bannière. En revanche, ça sera prochainement, normalement, une obligation légale, car cela figure dans le projet de recommandation de la CNIL. Donc, la CNIL va imposer cette symétrie au niveau des choix, mais en tout cas, ce n'est pas encore, le projet de recommandation n'a pas été officiellement adopté et cela n'est pas une obligation du TCF. Donc, aujourd'hui, un éditeur n'est pas obligé légalement, en tout cas en France, de présenter au premier niveau d'information un bouton « Je refuse » en tout premier niveau d'information. Deuxième question, quelles sont les conséquences si en tant qu'éditeur on ne passe pas à la version 2? Est-ce que les publicités ne s'afficheront plus ou alors elles s'afficheront avec un risque lié à la non-conformité? C'est une bonne question. Alors non, les publicités continueront de s'afficher, ça ne sera pas les mêmes publicités et surtout en tant qu'éditeur, ce ne seront pas des publicités qui vous rapporteront autant. L'essentiel des acheteurs, donc des annonceurs, passent par des solutions, des DSP, Google pour, je pense, à peu près 70% du marché, qui vont regarder le signal du TCF avant de décider ce qu'elles vont faire de cette offre publicitaire. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que ne pas passer au TCF, rester sur la version 1 ou ne pas s'engager dans le TCF, c'est prendre le risque de diminuer sa capacité de monétisation des inventaires.
Ça reste un choix, hein, personne n'est obligé de rejoindre le TCF, mais néanmoins, quand on voit la chaîne de valeur publicitaire et l'ensemble des acteurs, c'est le standard dominant, donc c'est la façon dont les acteurs vont s'attendre à recevoir un signal de consentement. Donc sans consentement, pas de publicité personnalisée, donc de la publicité qui sera exclusivement contextuelle, avec voilà, les effets que ça peut induire sur la monétisation d'un site. Pour donner quelques chiffres, il y a des études qui sont sorties qui sont assez claires pour la majorité d'entre elles. Donc, en moyenne, un éditeur qui n'est pas en capacité de personnaliser sa publicité perd 50% de ses CPM. Donc, c'est un effet assez important. C'était un calcul qui a été effectué par Google l'été dernier. Il y a quelques sons de cloche différents, dans le sens où certains éditeurs ont vu des résultats un peu différents en arrêtant la personnalisation. Donc, je pense que le meilleur moyen de se forger une opinion, c'est de tester. Hein. Ça reste une option. Si vous souhaitez vérifier cet aspect-là, vous pouvez tout à fait le tester. On a une question de Odile qui nous demande nous avons prévu un toggle neutre sur les finalités. Est-ce OK pour le TCF ou faut-il les mettre à non? Alors, si Odile, on parle d'un utilisateur qui n'aurait pas encore consenti, donc ni dit oui ni dit non, et qui arrive sur votre site, il est recommandé d'ailleurs que les toggles soient sur un état neutre parce que l'utilisateur n'a pas encore fait de choix. Et donc, une fois qu'il aura fait ses choix, en revanche, les toggles seront à non s'il a refusé, mais il n'y a pas de problème pour avoir des toggles neutres tant que l'utilisateur n'a pas donné pour la première fois son consentement. Alors, des toggles neutres, ça ne veut pas dire que c'est à oui et que des cookies sont déposés. Ça veut dire qu'il n'a pas encore consenti et donc que vous n'êtes pas encore censé déposer, vous, vos partenaires, des cookies. Donc, techniquement, ça équivaut à un non. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour avoir cet état neutre tant que l'utilisateur n'a pas fait ses choix. Je pense que c'est un point assez important, effectivement, pour que le choix soit valide, il faut effectivement que ce soit un vrai choix. Donc, nous recommandons cet état neutre. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les démonstrations, c'est assez explicite, dans le sens où tout le monde comprend bien le choix qui lui est exposé. Et bien sûr, garder à l'esprit que tant qu'il n'y a pas de choix, les cookies ne doivent pas être déposés, ce qui, du point de vue d'un éditeur de site, équivaut à un non, non tant que le choix n'a pas été fait. Question suivante de Deal. Est-ce que vous pouvez redonner la définition des flexible purposes? Alors, c'est une notion assez donc un peu technique, en tout cas vraiment spécifique au TCF. Quand un vendor s'inscrit dans le standard du TCF, donc va rejoindre le TCF, il doit indiquer quelles sont les finalités de traitement qu'il effectue en tant que vendor, et il doit également indiquer la base légale de ces traitements. Un des choix qui est offert par le TCF au vendor à ce moment-là, c'est de dire que la base légale peut être flexible et donc que le vendor, imaginons Smart, votre SSP, accepte aussi bien le consentement que l'intérêt légitime comme base légale pour ce traitement. C'est souvent un moyen de dire qu'au fond, l'intérêt légitime leur irait bien, mais que s'il n'y a rien d'autre, ils peuvent se baser sur le consentement. Je pense que c'est un des aspects qu'on peut critiquer d'un point de vue juridique du TCF, dans le sens où c'est pas évident que les autorités de protection des données considèrent qu'on puisse, pour le même traitement, dire qu'on est flexible sur la base légale. Je ne sais pas si au regard du RGPD, c'est une bonne idée. On verra ce que l'avenir dira à ces vendors-là. En tout cas, c'est un choix qui leur est offert. En tant qu'éditeur, vous restez complètement maître de pour quelle finalité vous collectez un consentement, et vous pouvez également restreindre donc l'usage des bases légales qui vous sont proposées par les vendors et vous limiter au consentement si vous le souhaitez. C'est tout l'aspect des publisher restrictions que nous avons évoqué.
Nouvelle question, plutôt liée au RGPD. Est-il accepté de déclencher un tag Analytics, par exemple Google Analytics, sur la base légale de l'intérêt légitime? Ou faut-il travailler uniquement sur la base légale du consentement? Alors, le dépôt de cookies, et notamment le cookie Analytics, doit se baser sur un consentement, sauf exemption, cas d'exemption. C'est vraiment ça, c'est ce que dit la CNIL. Donc non, il faut le consentement pour déclencher des cookies Analytics, sauf si vous rentrez dans les cases de l'exemption. À notre connaissance, Google Analytics ne coche pas les critères de l'exemption et donc doit faire l'objet d'un consentement, ce qui n'est pas le cas forcément d'autres solutions du marché, par exemple Internet, qui propose dans certaines conditions, donc avec une configuration spécifique, une exemption au consentement pour collecter de l'analytics. Je vois une autre remarque d'Odile qui précise que Google a refusé d'utiliser les flexible purposes. Alors oui, c'est vrai, pour l'instant, Google ne permet pas qu'on change la base légale qu'il a choisie pour ses finalités. En tant qu'éditeur, avec les Publisher Restrictions, vous gardez la possibilité de refuser que tous les vendors ou un vendor en particulier utilise cette base légale-là. Donc, la conséquence, c'est qu'étant donné effectivement que Google ne laisse pas le choix et donc ne vous permet pas d'utiliser le consentement, si vous bloquez l'intérêt légitime de manière globale ou pour Google, il ne pourra pas effectuer le traitement de données en question. Donc, il faut avoir conscience que du coup, vous vous coupez pour les vendors qui ont fait le choix de ne pas utiliser les flexible purpose, vous vous coupez éventuellement de leur service. Autre remarque d'Odile qui dit que évidemment Google vous laisse le choix de paramétrer Google Analytics en mode exempté sous votre responsabilité. C'était jusqu'à présent effectivement la position de Google de se décharger de la responsabilité en matière de consentement cookie sur ses clients, qui est éditeur de sites, sur tous ses produits, hein, pas seulement sur la partie Analytics. Je ne sais pas si ça tiendra devant la justice européenne, mais en tout cas, voilà, vous restez effectivement libre de faire ce choix. Les critères d'exemption sont ont été explicitement décrits par la CNIL. Et donc voilà, si vous trouvez une façon de configurer Google ainsi que voilà, la relation contractuelle que vous avez avec Google d'une façon qui permette de rassembler ces critères d'exemption, c'est souvent sur la dernière partie que le bât blesse. Vous pouvez bien entendu faire ce choix-là et le défendre. À ce sujet, peut-être, ceux qui sont intéressés, nous pouvons partager aussi les critères d'exemption. Je ne sais pas sous quelle forme, mais si vous nous contactez, on a du matériel, enfin des ressources qui vous permettent d'avoir la liste de ces critères d'exemption. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que nous en avons omis? Je n'ai pas l'impression, donc je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets qui sont assez épineux et d'un abord assez difficiles. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos équipes si vous le souhaitez. Merci pour votre attention et n'hésitez pas effectivement à nous contacter si vous avez la moindre question ou le moindre doute. Nous sommes là pour vous aider dans votre transition. Voilà, donc nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir.